Pourquoi m'as-tu oublié ?» Ces mots résonnaient dans la chambre glaciale de l'hôpital Saint-Antoine à Paris un mardi matin exactement à 7h43, quand Jean-Louis sentit son cœur se serrer comme jamais auparavant. Il venait de passer 35 ans à donner sans compter à sa famille, à ses voisins, à des associations locales, à l'église Saint-Pierre-du-Marais, et même à des étrangers dans le métro avec des petits gestes anodins mais constants, des euros par-ci par-là 3 fois par semaine exactement. 12,75 € d'euros chaque fois pour des tickets de nourriture qu'il distribuait aux sans-abri toujours avec un sourire et un mot gentil, mais tout cela semblait n'avoir servi à rien et maintenant le silence divin pesait sur lui comme un plomb et il ne comprenait pas pourquoi dans ce moment précis de sa vie, quand il avait économisé exactement 78 642,50 € pour aider ses enfants à monter leur propre entreprise et qu'il avait consacré exactement 15 ans de sa vie à son travail dans une petite société de consulting sur la rue de Rivoli. À Paris, qu'il avait formé des dizaines de jeunes talents, qu'il avait offert des conseils gratuits des nuits entières à peine dormies. Maintenant, il se retrouvait seul face à ce vide cruel et sans réponse, et le pire, c'est que la voix qu'il entendit dans sa tête n'était pas humaine, c'était une voix qu'il identifiait comme celle de Dieu. Elle était calme mais tranchante, et elle disait exactement ces mots. « Parce que tu n'as jamais prié vivant. » Et Jean-Louis resta figé sur son lit, sentit chaque mot comme un couteau glacé traverser son âme, et tout à coup tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait donné semblait inutile et humiliant. Il se rappela ce mercredi de 1978, quand il avait offert son premier sac de pommes de terre à une voisine malade rue des Rosiers. Il se souvint de sa grand-mère qui lui disait de toujours donner sans attendre de retour. Il se rappela des anniversaires manqués, des heures de sommeil perdues et des sacrifices financiers précis qu'il avait fait pour assurer un avenir à sa famille. Exactement 23 560 € dépensés pour rénover l'appartement de sa fille unique à Lyon, exactement 12 340 € pour le mariage de son fils unique à Marseille. Et pourtant, dans ce moment précis, il se sentait trahi par l'univers lui-même. Et le contraste était cruel parce que chaque euro, chaque minute, chaque sourire qu'il avait donné semblait s'évaporer dans le néant. Il se demanda pourquoi il avait toujours cru que l'amour et l'effort seraient récompensés. Il se souvint de la fois où il avait payé 2 500 € pour organiser une collecte de jouets pour les enfants pauvres du quartier du Panier à Marseille. Il se souvint des cris de joie des enfants, des remerciements des voisins, et pourtant tout cela semblait dérisoire face au silence qui l'engloutissait maintenant. Et dans un éclair de lucidité, il réalisa que ce n'était pas seulement la douleur financière ou physique, c'était la douleur de l'injustice cosmique, c'était l'humiliation d'une vie entière ignorée, et il pensa à tous ceux qu'il avait jugés pour son enthousiasme, pour sa générosité et pour ses rêves. Il pensa à son voisin M. Dupont, qu'il avait toujours regardé avec mépris quand il donnait de la nourriture aux sans-abri exactement chaque mercredi à 18h15. Il se dit que jamais plus il ne pourrait ignorer ce sentiment de trahison universelle. Et dans ce moment, Jean-Louis sut que quelque chose allait changer en exactement 15 minutes, quelque chose allait briser cette chaîne de silence et de rejet, quelque chose allait révéler que toute sa vie n'avait pas été vaine, et à ce moment précis, la caméra imaginaire dans sa tête semblait se rapprocher, et il murmura presque pour lui-même. « Vous avez déjà ressenti cette trahison totale de l'univers? Si oui, commentez ci-dessous et dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. » Et même si ses yeux étaient remplis de larmes, il sentit une petite étincelle de rébellion commencer à brûler à l'intérieur, et cette étincelle allait être le début de la tempête qui allait changer sa vie pour toujours. Et Jean-Louis leva lentement la tête vers le plafond. Il inspira profondément le parfum des draps fraîchement lavés mélangé à l'odeur du café qui refroidissait sur la table de chevet, et il sut danser. Trip que l'histoire qu'il allait vivre n'était pas seulement la sienne, mais celle de tous ceux qui ont donné sans compter, qui ont été ignorés, et le récit qui suivrait allait montrer la puissance du courage, de la persévérance et de la rédemption même dans les moments les plus sombres. Alors restez attentifs, car ce qui allait se passer allait vous surprendre et bouleverser, et vous n'oublierez jamais le nom de Jean-Louis et sa quête pour que justice soit enfin faite. Jean-Louis n'était pas né dans le luxe, loin de là. Il avait vu le jour un 14 juillet 1948, dans une petite maison en pierre de la rue des Écoles à Lyon, où les pavés étaient encore usés par les sabots des chevaux et le parfum de la boulangerie du coin mélangeait la levure et le beurre chaud dès 6 heures du matin. Il se souvenait de son père Maurice travaillant à la verrerie de Saint-Étienne exactement 48 heures par semaine sans jamais rechigner. De sa mère Jeanne qui, à 34 ans passés, se levait à 5h12 tous les matins pour préparer les petits déjeuners et laver le linge de toute la maisonnée, et Jean-Louis enfant se levait à 6h03 précis pour ne pas manquer le car scolaire qui le déposait à l'école primaire Victor Hugo à Lyon, où il partageait sa classe avec exactement 27 autres enfants, et déjà à cet âge, il montrait des signes de générosité presque maladive. Il partageait son goûter composé d'un petit pain au lait et de 23 grammes de confiture maison avec tous ceux qui n'en avaient pas, et notait chaque don dans un carnet de cuivre qu'il avait reçu pour son 10e anniversaire le 14 juillet 1958. Ses parents lui avaient appris que chaque geste comptait, et il appliquait cette règle religieusement même, quand cela signifiait sacrifier son propre plaisir et sa propre tranquillité. Il se souvenait des étés passés à Saint-Malo avec sa famille exactement 3 semaines chaque année, où il ramassait les algues pour aider les pêcheurs locaux à nourrir leur famille et où il distribuait
Ses économies de 12,50 € par jour pour acheter du pain et du lait aux enfants du quartier. Il avait 12 ans à l'époque et déjà le sens du sacrifice brûlait dans sa poitrine comme un feu sacré et les voisins s'en souvenaient tous. Madame Lefebvre de l'appartement 3B racontait encore en 1960 comment il avait insisté pour donner son unique ballon de football à un garçon plus jeune qui pleurait sur le trottoir et Monsieur Petit, du café en face de la place Bellecour, se souvenait de ses mains toujours. Prêt à aider à nettoyer après les fêtes de village, il avait grandi entouré de cette culture de générosité, mais aussi de travail acharné. Il avait appris que l'argent et le temps étaient les seules monnaies valables et il n'épargnait ni l'un ni l'autre pour ses proches ascèses. Il travaillait déjà comme livreur à vélo pour la poste exactement 4 heures par jour après l'école pour économiser 250 francs par mois destinés à offrir un piano à sa sœur, Claire, qui rêvait de jouer du Chopin, et il se rappelait de l'excitation du 23 décembre 1964 quand il remit exactement 1245 francs à son père pour acheter le piano qui coûtait 1240 francs et qu'il avait réussi à arrondir grâce à ses économies personnelles, et ce moment précis restait gravé dans sa mémoire comme un symbole de sa capacité à donner sans rien attendre en retour. Il se souvenait aussi de ses premiers pas dans le monde du travail. Adulte, quand il avait 20 ans en 1968, il avait économisé exactement 3560 francs pour ouvrir une petite épicerie de quartier sur la rue de la République à Lyon. Il se souvenait des étagères en bois poli de couleur chêne clair et de l'odeur des pommes et des poires fraîchement arrivées du marché de la Croix où chaque matin à 6h15, et déjà il prenait soin des clients les plus pauvres en leur permettant de payer en plusieurs fois exactement comme il le faisait avec la famille Morel qui lui devait 67,50 francs depuis 3 semaines. Il ne réclamait jamais ses dettes, il se souvenait des conversation avec son futur antagoniste dans cette histoire, M. Bernard Delacroix, son ancien associé, un homme arrogant et froid, qui lui disait souvent avec un sourire méprisant « Jean-Louis, pourquoi tu perds ton temps à aider tout le monde, tu devrais penser à toi ?» Et Jean lui répondait avec un simple sourire et « Ça n'a jamais été ma priorité ». Tout en continuant ses dons silencieux et précis, ses sacrifices personnels et financiers l'avaient rendu respecté par certains et envieux par d'autres, mais il restait fidèle à sa philosophie. Il se souvenait de l'hiver 1972, exactement le 12 janvier, quand il avait payé 1250 francs pour que la famille voisine du quartier puisse chauffer leur maison avec du charbon, et il se rappelait du bruit des flammes dans la cheminée et de l'odeur du bois brûlé qui emplissait la pièce. Il avait senti dans ce moment la puissance de donner sans attendre en retour ce chapitre de sa vie jetait les bases d'une longue histoire de générosité et de sacrifice qui serait plus tard ignoré et trahi. Il savait déjà au fond de lui que ce lien entre effort et reconnaissance allait être mis à l'épreuve de la manière la plus brutale, qui soit alors resté attentif parce que l'histoire ne fait que commencer et ce que vous allez découvrir dans les prochains chapitres va vous montrer comment une vie entière de dons et de sacrifices peut être mise à l'épreuve par l'injustice, la trahison et la cruauté humaine et vous faire réfléchir sur votre propre vie et vos propres choix. Espérez que vous n'aurez jamais à connaître une telle douleur, et si vous voulez vraiment comprendre ce que signifie donner sans jamais recevoir, restez avec nous jusqu'au chapitre suivant. Vous verrez ce qui arrive lorsque la générosité rencontre l'arrogance et l'indifférence, et vous allez ressentir chaque émotion avec Jean-Louis comme si vous y étiez, et espérez que vous n'aurez jamais à endurer ce que lui a enduré. À mesure que les années passaient, Jean-Louis continuait de construire sa vie avec une rigueur presque militaire et une générosité qui semblait inépuisable. Il se souvenait précisément du 5 mars 1975, quand il avait investi exactement 24 780 francs pour moderniser sa petite épicerie rue de la République à Lyon. Il avait choisi chaque détail avec soin, le comptoir en chêne verni, la vitrine éclairée par des lampes jaunes douces qui faisaient ressortir les couleurs vives des fruits et légumes et le carrelage blanc et bleu qu'il avait trouvé chez le fournisseur du 12e arrondissement, et il se souvenait du bruit des caisses enregistreuses, du parfum du pain frais qu'il commandait tous les matins à 5h42 à la boulangerie du marché Saint-Antoine. Il voulait que chaque client se sente accueilli comme chez lui, mais surtout il voulait aider ceux qui avaient moins de chance exactement, comme il avait fait toute sa vie. Il se souvenait de la famille Martin du 3e étage qui venait chaque samedi acheter quelques provisions et qui laissait toujours payer moins quand l'argent manquait. Il notait chaque montant précis: 14,50 francs le 12 avril 1976, 27,30 francs le 19 juin 1977. Et jamais une seule fois, il ne réclama ses dettes. Il se souvenait aussi des sacrifices personnels qu'il avait fait au même moment. Il avait économisé exactement 3560 francs supplémentaires pour envoyer sa nièce à Grenoble étudier la musique et s'assurer qu'elle puisse suivre son rêve, et les souvenirs étaient gravés dans sa mémoire, comme si chaque euro dépensé représentait un morceau de son âme. Il se rappelait de la fois où il avait payé exactement 1245 francs pour réparer la toiture de l'église Saint-Pierre du Marais, qui menaçait de s'effondrer, et des cris de joie des paroissiens qui le remerciaient en lui serrant la main et en lui offrant des gâteaux maison. Il se souvenait des petites mains d'enfants tendues pour recevoir un morceau de pain chaud à la sortie de l'école. Le 21 novembre 1978, exactement à
16h10 et il savait que ses gestes avaient un sens plus profond que l'argent ou le temps qu'il y consacrait, mais malgré tout cet engagement profond, il commençait à percevoir les premières fissures de la reconnaissance. Il se rappelait précisément de la première fois où Bernard Delacroix avait montré son mépris en public dans le café du marché de la Croix-Rousse le 3 août 1979 à 17h45 exactement. Il avait dit avec un sourire glacial: « Jean-Louis, pourquoi te fatigues-tu autant pour ces gens qui ne t'apporteront jamais rien en retour ?» Et Jean-Louis avait simplement haussé les épaules tout en continuant son travail comme si ces mots glissaient sur lui. Mais au fond, il sentait déjà une colère sourde et se souvenait aussi des petites injustices quotidiennes, comme lorsqu'il avait prêté 1250 francs à un jeune entrepreneur de Lyon en 1981 et qu'il avait été ignoré, ou lors sa propre sœur Claire avait minimisé ses efforts lors de son anniversaire le 14 juillet 1982 exactement à 20h05 dans le petit appartement de la rue des Écoles. Il avait offert à chacun de ses invités des cadeaux personnalisés qu'il avait choisis avec soin, et pourtant ses sacrifices semblaient invisibles. Il se rappelait de son retour à l'épicerie ce soir-là, le parfum du café froid dans la cafetière et l'odeur des pommes encore sur le comptoir, et il se sentait seul dans sa dévotion. Il avait économisé exactement 2300 francs pour acheter un ordinateur personnel pour aider ses enfants à gérer leurs études à la maison. En 1985, il se souvenait du regard méprisant de Bernard Delacroix lorsqu'il mentionna cet investissement, et il commença à se rendre compte que toute sa vie d'efforts précis et de sacrifices mesurés serait bientôt confrontée à un rejet brutal et irrationnel. Il se souvenait également des voyages qu'il avait faits pour aider sa famille et ses proches, exactement comme le 12 septembre 1983 lorsqu'il avait pris le train de Lyon à Marseille pour livrer lui-même des meubles à ses parents âgés. Payer chaque billet et frais avec exactitude 1256,50 francs et du parfum du wagon et du froissement du papier des billets sous ses doigts. Il savait que chaque geste avait été fait avec sincérité, mais il ignorait que l'arrogance et l'indifférence allaient frapper bientôt. Il se souvenait aussi des nuits passées à travailler dans son épicerie jusqu'à 23h45 pour s'assurer que tout soit parfait, que personne ne manque de rien, et des odeurs de cire des planchers qu'il respirait en nettoyant les sols. Encore tiède sous ses mains fatiguées, il se rappelait de chaque détail. Il savait que son investissement émotionnel et financier avait construit une base solide pour sa famille et sa communauté, mais il percevait déjà les premiers signes de désintérêt. Il se rappelait de cette soirée du 15 octobre 1986, où il avait organisé une collecte de vêtements pour les plus démunis dans le quartier de la Croix-Rousse. Exactement 56 personnes avaient reçu des manteaux et des écharpes, mais certains voisins avait chuchoté en se demandant pourquoi il faisait tout cela pour des inconnus et non pour eux, et cette amertume silencieuse commençait à s'infiltrer dans son quotidien. Il commençait à comprendre que son univers de dons et de sacrifices précis allait bientôt être mis à l'épreuve par quelque chose de beaucoup plus cruel et personnel, et vous verrez dans le prochain chapitre comment les premières humiliations vont commencer à apparaître et à bouleverser la vie de Jean-Louis, et vous allez ressentir chaque instant avec lui et vous demander ce que vous auriez fait à sa place et espérer que vous ne serez jamais confronté à une telle injustice. Jean-Louis sentit le froid du rejet pour la première fois de manière tangible le 18 mars 1987 exactement à 16h17 lorsqu'il entra dans la salle de réunion du siège de l'entreprise familiale de Bernard Delacroix, située rue du Faubourg Saint-Antoine, à Paris. Il avait pris le métro ligne 8 exactement 32 minutes depuis Bastille, et l'air était chargé d'odeurs de café froid et de peinture fraîche des murs blancs qu'il avait nettoyés la veille lors d'une visite d'entretien. Il avait préparé son dossier avec soin, chaque chiffre, chaque détail, chaque preuve de ses contributions accumulées au fil des années. 5 430 € et 50 centimes d'euros investis dans le projet marketing de l'entreprise en 1982, exactement 3210 heures passées à former de jeunes employés et 12 initiatives sociales qu'il avait proposées qui avaient rapporté plus de 18 760 € à l'entreprise. Mais dès qu'il entra, Bernard le regarda avec un mépris calculé et dit d'une voix glaciale: « Jean-Louis, pourquoi viens-tu encore avec tes chiffres et tes histoires ?» Et il croisa les bras tandis que deux secrétaires assises à côté prenaient des notes comme si elles enregistraient la honte de Jean-Louis, et ce dernier sentit son cœur se serrer comme jamais auparavant. Il avait l'impression que chaque goutte de sueur, chaque euro, chaque sacrifice de sa vie venait d'être rejeté en une phrase. Il essaya de répondre calmement: « Bernard, je voulais juste montrer. » Mais Bernard l'interrompit avec un sourire cruel: « Je ne veux pas entendre tes justifications. » Et claqua la porte derrière lui en un bruit sec qui résonna dans le couloir, et Jean-Louis sentit le monde basculer autour de lui. Il se souvint de sa mère qui disait toujours « La patience est une vertu ». Mais ce jour-là, la patience n'avait aucun effet et le contraste était insupportable. Il avait passé exactement 15 ans à aider cette entreprise à prospérer sans rien demander. En retour, il se souvenait du 3 avril 1975 lorsqu'il avait proposé de financer un stage à l'étranger pour l'un des employés prometteurs, exactement 4 560 francs dépensés, et maintenant ce même effort semblait balayé d'un geste. Bernard avait même enregistré la réunion sur son téléphone portable et les secrétaires semblaient amusés par la situation. Il remarqua le regard du stagiaire Thomas qui évitait de croiser ses yeux, et la tension dans la pièce était palpable. L'air semblait plus lourd et plus froid que le
Métro du matin à Paris, il sentit son visage brûlé et la gorge serrée, mais resta debout malgré l'humiliation. Il pensa à tous les sacrifices précis qu'il avait fait pour sa famille et ses proches. 3210 heures de formation, 5430 € et 50 centimes d'euros investis, 12 projets sociaux, 18 760 € générés, et maintenant tout cela semble invisible et inutile. Il sentit un mélange de colère et de tristesse qui bouillonnait en lui comme un volcan prêt à entrer en éruption. Il se rappela également des petites humiliations antérieures qu'il avait ignorées jusqu'alors, comme le 12 février 1984 lorsqu'il avait prêté 1245 francs à un employé et que Bernard avait ri en disant devant tout le monde « Jean-Louis, tu devrais économiser ton argent pour toi-même ». Ou le 21 juin 1985, quand il avait organisé une collecte de jouets pour 56 enfants du quartier de la Croix-Rousse et que Bernard avait murmuré avec un sourire narquois « Toujours en train de gaspiller ton énergie ». Et toutes ces micro-humiliations s'étaient accumulées pour créer un point insupportable. Ce jour précis à 16h17, Jean-Louis sentit que la limite était atteinte. Il inspira profondément et remarqua le parfum du bois ciré et des papiers du bureau de Bernard, qui lui rappelait les matins d'hiver à Lyon, et malgré tout il resta calme et digne, mais intérieurement une tempête grondait. Il se rappela des voisins et amis qui avaient été témoins de ses actes de générosité. Madame Lefebvre du 3e étage, qui lui souriait toujours quand il distribuait des pain chaud à l'école Victor Hugo, Monsieur Petit du café en face de la place Bellecour, qui le félicitait pour son aide aux familles démunies, et il se dit que leur regard et leur soutien lui donneraient la force de continuer à affronter Bernard et son arrogance croissante. Il sentit la présence invisible de ceux qui l'avaient aidé pendant des décennies comme une armée silencieuse derrière lui. Et c'est dans ce moment précis qu'il réalisa que l'humiliation publique avait commencé, mais qu'il n'était pas seul, et il murmura presque pour lui-même « Espérez jusqu'au prochain chapitre, vous verrez ce que l'humiliation va provoquer et comment elle va monter en intensité. » Et il sentit chaque muscle de son corps se tendre alors que la tension dans la pièce augmentait et que chaque minute semblait s'étirer éternellement. Il savait que ce n'était que le début et que les prochaines humiliations seraient pires et plus cruelles et qu'il faudrait tout son courage et sa sagesse pour survivre à cette escalade de l'injustice et rester digne malgré tout. Les humiliations de Jean-Louis prirent une tournure beaucoup plus brutale à partir du 2 avril 1987 exactement à 14h32 lorsqu'il arriva à l'atelier principal de l'entreprise de Bernard Delacroix situé au 24 rue du Faubourg Saint-Antoine. Il avait marché exactement 1,8 km depuis la station de métro Bastille et sentait la bruine froide sur ses épaules tandis que l'odeur du béton humide et de l'huile de machine remplissait l'air de son arrivée. Il avait préparé chaque document méticuleusement, chaque preuve de contribution accumulée sur 15 années, 5430 € et 50 centimes d'euros investis dans les campagnes marketing, 12 projets sociaux supervisés, 3210 heures de formation dispensées à de jeunes employés, et maintenant, il savait que tout cela allait être ridiculisé devant un public plus large que jamais, car Bernard avait organisé une réunion de 10 personnes, exactement 10 témoins, dont 2 secrétaires et 3 collègues proches pour le tourner en ridicule, et dès qu'il franchit la porte, Bernard s'exclama avec un rire sarcastique « Jean-Louis, tu es encore là avec tes chiffres et tes histoires sans fin » et claqua la main sur la table en faisant trembler les documents soigneusement classés, et un employé nommé Lucien prit son carnet et commença à noter les bêtises de Jean-Louis comme s'il conciliait un crime, et la tension monta immédiatement. Jean-Louis sentit ses mains devenir moites et son cœur battre à 132 pulsations par minute. Il tenta de parler, mais Bernard l'interrompit brutalement. Personne ne veut entendre tes justifications aujourd'hui. Et Jean-Louis sentit un mélange de honte et d'injustice bouillonner dans sa poitrine. Il se souvenait des efforts précis qu'il avait fait le 12 octobre 1983, quand il avait organisé une collecte de vêtements pour 56 enfants exacts du quartier de la Croix-Rousse et que certains collègues avaient murmuré « encore des dépenses inutiles ». Et maintenant ces murmures se transformaient en rire direct. Dans la salle, il observa le visage des collègues et remarqua le sourire narquois de Caroline assise à droite qui avait filmé secrètement son entrée sur son téléphone portable à 14h34 et qui chuchotait à son voisin exactement « Regarde-le encore une fois se vanter ». Et le contraste entre tout ce qu'il avait fait et ce mépris était insupportable. Jean-Louis inspira profondément et sentit l'odeur du bois ciré et du café froid du bureau envahir ses narines. Il se rappela des nuits blanches passées à préparer des rapports précis. 23 rapports exactement chaque année pour Bernard et des heures passées à former les nouveaux employés, 3210 heures exactement, et tout cela semblait balayé en quelques secondes, mais il resta debout avec dignité malgré l'humiliation croissante. Il se souvenait de la fois où il avait dépensé exactement 1245 francs pour réparer la toiture de l'église Saint-Pierre du Marais le 12 janvier 1972 et le regard reconnaissant des paroissiens, mais maintenant, il sentait que cette reconnaissance avait disparu. Dans l'air froid de ce bureau parisien, il se rappela également du 18 février 1984, quand il avait payé 2500 francs pour offrir un stage à l'étranger à un jeune employé prometteur et qu'il avait été raillé publiquement par Bernard, et ce souvenir brûlait à nouveau dans son cœur. Chaque humiliation s'accumulait. Comme des pierres pesantes sur sa poitrine, il sentit les regards des témoins peser sur lui. Chaque souffle de la pièce semblait lui rappeler qu'il était la victime d'une injustice flagrante.
Et il remarqua que Bernard semblait prendre un plaisir sadique à chaque réaction visible de malaise. Jean-Louis sentit la colère bouillonner et pourtant il se tint droit et inspira profondément le parfum du papier et de l'encre du dossier qu'il tenait contre lui le rappelait à sa discipline et à sa patience. Il se souvint de Madame Lefebvre du 3e étage à Lyon, qui lui avait toujours souri lorsqu'il distribuait du pain chaud, et de Monsieur Petit du café en face de la place Bellecour qui l'encourageait à continuer malgré les critiques, et il sentit leur soutien invisible renforcé pour affronter cette escalade de l'humiliation qui ne faisait que commencer. Il se souvint aussi des expressions de ses enfants lorsqu'ils les avaient aidés financièrement, émotionnellement, et il sentit une force silencieuse monter en lui malgré les rires et les moqueries. Il se dit que ce n'était que le début et que les humiliations allaient encore plus loin et que chaque injustice allait pousser Bernard et ses témoins à révéler le vrai caractère de Jean-Louis, et il murmura presque pour lui-même: « Espérez jusqu'au prochain chapitre, vous verrez comment tout va atteindre le point culminant. » Et il sentit une tempête intérieure prête à exploser, tout en gardant son calme apparent et la dignité intacte, et chaque minute semblait une éternité alors que les témoins regardaient et enregistraient chaque mouvement et chaque mot de cette scène, et vous allez ressentir avec lui chaque émotion, chaque souffle et chaque injustice comme si vous y étiez. Le 14 mai 1987 exactement à 15h09, Jean-Louis entra dans le hall principal de l'entreprise Delacroix situé au 24 rue du Faubourg Saint-Antoine et sentit immédiatement le poids de l'air glacial chargé de moquerie et d'arrogance. Il avait marché exactement 1,7 km depuis Bastille sous une pluie fine qui collait ses cheveux et son manteau, et l'odeur du béton humide mêlée au parfum du café renversé sur le sol du haut lui donna un frisson. Il tenait dans ses mains le dossier contenant toutes ses contribution depuis 1972, exactement 5 430 € et 50 centimes d'euros investis dans les campagnes marketing, 12 projets sociaux supervisés, 3210 heures de formation dispensées, 24 initiatives personnelles pour aider la communauté, et pourtant il savait que tout cela allait être tourné en ridicule à la vue de 15 témoins, exactement secrétaires, collègues et stagiaires armés de téléphones pour filmer chaque geste et chaque mot. Et dès qu'il franchit la porte, Bernard Delacroix éclata d'un rire glacial et dit d'une voix forte: Jean-Louis Regard, qui arrive avec ses histoires interminables, et claqua des doigts pour attirer l'attention de tout le monde. Les secrétaires levèrent les yeux de leur carnet et les stagiaires se mirent à rire et à filmer, tandis que Lucien commentait à voix basse, encore une fois se vanter. Et chaque mot résonnait dans la poitrine de Jean-Louis comme un coup de masse, mais il resta debout avec dignité et calma sa respiration, et ses yeux fixèrent la scène. Il sentit le froid glacial de la salle et le parfum du bois ciré mêlé à l'odeur du café tiède sur la table de réunion, et il se souvint des efforts précis qu'il avait fait le 12 janvier 1972 pour réparer la toiture de l'église Saint-Pierre du Marais, 1245 francs dépensés, et de l'expression reconnaissante des paroissiens. Il se souvint également du 18 février 1984, quand il avait financé un stage à l'étranger pour un jeune employé prometteur 2500 francs et qu'il avait été ridiculisé publiquement par Bernard, et maintenant il voyez la même scène se répéter, mais amplifiée. 15 témoins armés de téléphones, 3 secrétaires qui notaient tous un collègue qui chuchotait et riait, et le contraste entre son investissement et cette humiliation était insupportable. Il se rappela des nuits passées à préparer exactement 23 rapports annuels pour l'entreprise, des heures passées à former de jeunes employés, exactement 3210 heures, et tout cela semblait balayé en un instant. Il observa les visages des témoins et sentit leur regard peser sur lui comme une chape de plomb. Caroline, la secrétaire à droite, avait son téléphone pointé sur lui à 15h10 et chuchotait: « Il pense vraiment que ça impressionne quelqu'un. » Et Jean-Louis sentit un mélange de honte et de colère bouillonner dans ses veines, mais il resta calme. Il sentit la présence invisible de ceux qui l'avaient aidé tout au long de sa vie: Madame Lefebvre du 3e étage à Lyon, Monsieur Petit du café en face de la place Bellecour, et tous les enfants et familles qu'il avait soutenu silencieusement depuis des décennies, et cette force silencieuse lui donna une stabilité nouvelle. Il inspira profondément le parfum du bois ciré et des papiers, et sentit une énergie monter de l'intérieur, un feu de résistance prêt à éclater. Il se souvint du 12 octobre 1983, quand il avait organisé une collecte de vêtements pour 56 enfants exacts du quartier de la Croix-Rousse, et des regards reconnaissants des bénéficiaires. Et cela lui donna un courage invisible. Chaque seconde semblait durer une éternité. 15 témoins, 3 secrétaires, 5 collègues, et lui seul face à l'arrogance et à l'indifférence, mais il sentait que quelque chose en lui commençait à changer. Il murmura presque pour lui-même: « Attendez le prochain chapitre, vous verrez comment tout va basculer. » Et il sentit chaque muscle de son corps se tendre comme un ressort prêt à se libérer, et la tension dans la pièce était presque palpable. L'humiliation avait atteint son apogée, mais Jean-Louis savait que la tempête n'était pas terminée, et que cette épreuve allait révéler non seulement la cruauté de Bernard, mais aussi sa propre force et dignité. Et chaque respiration, chaque goutte de sueur, chaque regard et chaque murmure des témoins allait être gravé dans sa mémoire pour toujours, et vous allez ressentir avec lui chaque émotion, chaque frisson, chaque injustice, et espérer que vous n'aurez jamais à subir ce que Jean-Louis endurait.
Le 20 mai 1987 exactement à 16h05, Jean-Louis se tenait devant la vitrine de l'entreprise Delacroix rue du Faubourg Saint-Antoine et sentit pour la première fois un calme étrange s'emparer de lui. La pluie fine du matin mouillait ses cheveux et son manteau et l'odeur du bitume et du café renversé dans le hall l'enveloppait d'une atmosphère presque irréelle. Il venait de subir une semaine entière d'humiliation, constante réunion, films et moqueries, publics et commentaires sarcastiques de Bernard et de ses collègues, et pourtant quelque chose avait changé à l'intérieur de lui. Il se souvenait de toutes les contributions exactes qu'il avait faites depuis 1972, 5 430 € et 50 centimes d'euros investis dans des campagnes marketing, 12 projets sociaux supervisés, 3210 heures de formation dispensées, 24 initiatives personnelles et jamais une seule reconnaissance réelle sauf celle silencieuse de ceux qui l'avaient aidé. Il inspira profondément le parfum du bois ciré et des papiers de son ancien bureau et sentit chaque muscle se détendre légèrement comme si un poids invisible venait d'être retiré de sa poitrine, et ce calme lui donna une clarté nouvelle. Il se rappela du 12 janvier 1972 exactement, quand il avait payé 1245 francs pour réparer la toiture de l'église Saint-Pierre du Marais, et du regard reconnaissant des paroissiens. Il comprit que toute sa valeur ne dépendait pas du jugement cruel de Bernard ou des rires des témoins, mais de ses propres actions et de sa dignité silencieuse. Il ferma les yeux quelques secondes et sentit la force invisible de toutes les familles qu'il avait aidées au fil des années l'envelopper comme un manteau protecteur. Il sentit un frisson parcourir son dos, le rappelant à sa puissance cachée. Il se souvint des nuits passées à préparer 23 rapports annuels, 3210 heures de formation et 24 initiatives, et réalisa que ses efforts n'avaient pas été perdus mais avaient construit un fondement solide pour sa transformation prochaine. Il croisa les bras et inspira profondément le parfum du café froid dans le hall et l'odeur du bois ciré, et murmura presque pour lui-même: « Ça suffit ». Et ce simple mot lui donna un courage inattendu. Une posture nouvelle apparut dans ses épaules et son regard devint plus ferme, comme s'il pouvait voir à travers l'arrogance de Bernard et de ses collègues. Il sentit pour la première fois que l'humiliation ne définissait pas sa valeur. Il se rappela également de Madame Lefebvre du 3e étage à Lyon et de Monsieur Petit du café en face de la place Bellecour qui lui avait toujours souri, et il sentit leur soutien silencieux le renforcer. Il sentit la tempête intérieure se transformer en énergie concentrée prête à se libérer. Il nota mentalement chaque micro-injustice, chaque rire, chaque murmure de moquerie et transforma cette douleur en carburant pour sa prochaine action. Il se rappela de la collecte de vêtements du 12 octobre 1983 pour 56 enfants exacts et du sourire des bénéficiaires, et sentit que cette énergie allait l'accompagner. Dans sa prochaine étape, il inspira profondément à nouveau le parfum du bois ciré et des papiers et ressentit une chaleur inhabituelle dans sa poitrine comme un feu intérieur prêt à jaillir. Il regarda autour de lui les témoins, les secrétaires, les collègues filmant et commentant, et comprit que ce calme apparent et cette dignité nouvelle serait sa première arme silencieuse. Il murmura presque pour lui-même: « Préparez-vous pour le prochain chapitre, vous verrez comment la décision de ne plus accepter va changer la donne. » Et à ce moment précis, Jean-Louis sentit le premier signal de son pouvoir latent monter en lui, une énergie qu'il n'avait jamais exploitée auparavant, une certitude que l'humiliation pouvait être transformée en force et qu'il était sur le point de retourner la situation. Et chaque respiration, chaque frisson, chaque souvenir de sacrifice précis allait maintenant devenir une arme silencieuse, et vous allez ressentir avec lui cette première étincelle de puissance et d'espoir, et espérer que vous ne serez jamais confronté à une injustice aussi cruelle, mais comprendrez comment se relever malgré tout. Le 25 mai 1987 exactement à 17h12, Jean-Louis se tenait dans son appartement du 5e étage de la rue des Écoles à Lyon et sentit pour la première fois une certitude totale. L'air était chargé de l'odeur du café qu'il avait préparé à 16h50 et du bois ciré des meubles anciens hérités de sa famille. Il avait relu chaque document, chaque facture, chaque note précise accumulée depuis 1972, 5 430 € et 50 centimes d'euros investis dans les campagnes marketing, 12 projets sociaux supervisés, 3210 heures de formation dispensées. Chaque sacrifice mesuré et consigné, mais cette fois, il ne ressentait plus la peur ni la colère diffuse, seulement une décision stratégique parfaitement claire. Il regarda par la fenêtre les toits mouillés de Lyon et sentit le vent frais sur son visage. Chaque goutte de pluie semblait laver les humiliations passées. Il se rappela de chaque micro-injustice, 1245 francs dépensés pour la toiture de l'église Saint-Pierre du Marais, 2500 francs pour le stage à l'étranger du jeune employé prometteur, et les 56 enfants du quartier de la Croix-Rousse aidaient exactement le 12 octobre 1983. Il comprit que ses efforts étaient désormais son pouvoir silencieux. Il croisa les bras et sentit son regard se durcir, sa respiration devint plus profonde et chaque muscle de son corps se tendit légèrement comme un ressort, prêt à se libérer. Il nota mentalement les témoins passés, les secrétaires, les collègues qui avaient filmé et enregistré chaque humiliation, et comprit qu'ils seraient tous surpris par ça. Réaction imminente. Il se souvint également des visages reconnaissant Madame Lefebvre du 3e étage à Lyon, Monsieur Petit du café en face de la place Bellecour et tous ceux qui l'avaient soutenu silencieusement depuis des décennies. Il sentit leur soutien invisible renforcé. Il prit une feuille et commença à écrire à 17h18 exactement une liste précise de chaque injustice subie et des mesures stratégiques qu'il allait prendre pour restaurer sa dignité et la justice, 14 points exactement incluant
Preuves écrites, documents financiers et témoins prêts à confirmer chaque détail, il se leva à 17h27 et marcha exactement 12 pas jusqu'à la fenêtre ouverte pour sentir le vent frais remplir ses poumons et murmura presque pour lui-même « ça suffit ». Et ce simple mot résuma sa décision consciente de ne plus accepter l'humiliation ni la dévalorisation. Il se rappela des nuits passées à préparer 23 rapports annuels, 3210 heures de formation, 24 initiatives sociales, et comprit que chaque effort avait construit un fondement solide pour cette action stratégique. Il inspira profondément l'odeur du café et du bois ciré et sentit une chaleur inhabituelle dans sa poitrine comme un feu intérieur prêt à jaillir. Il visualisa chaque étape de sa riposte avec une précision presque chirurgicale et comprit que sa patience et sa discipline allaient transformer chaque injustice en une opportunité de montrer sa vraie valeur. Il se rappela des sourires et des encouragements de ceux qui l'avaient aidé et sentit que cette énergie silencieuse allait l'accompagner à chaque pas dans sa mission de justice. Il murmura presque pour lui-même « Si cela vous choque autant que moi partager cette histoire », et sentit une énergie nouvelle se déployer en lui. Chaque respiration, chaque souvenir de sacrifice précis devenait un carburant pour sa prochaine action. Et il comprit que la tempête intérieure était désormais prête à se transformer en force concentrée et stratégique, et vous allez ressentir avec lui chaque étape de cette décision et comprendre comment la patience et la dignité peuvent devenir des armes silencieuses contre l'arrogance et l'injustice, et partager cette histoire avec ceux qui doivent voir comment se relever malgré tout. Le 30 mai 1987 exactement, à 10h03, Jean-Louis entra à nouveau dans l'entreprise Delacroix rue du Faubourg Saint-Antoine à Lyon, mais cette fois, quelque chose avait changé. Il sentait une énergie nouvelle parcourir chaque muscle de son corps. L'air humide du hall et le parfum du café froid ne le dérangeaient plus. Il avait préparé son plan avec précision, chaque document, chaque preuve accumulée depuis 1972, 5430 euros et 50 centimes d'euros investis, 12 projets sociaux supervisés, 3210 heures de formation dispensées, 24 initiative personnelle et chaque micro-injustice consignée sur 14 pages exactement dans un cahier relié. Il savait exactement ce qu'il allait faire dès qu'il franchirait la porte. Bernard était déjà là, entouré de 10 témoins, exactement secrétaires, stagiaires et collègues armés de téléphones pour filmer et commenter, et Bernard éclata d'un rire sarcastique. Encore là, Jean-Louis avec des histoires interminables, mais Jean-Louis ne réagit pas immédiatement. Il inspira profondément le parfum du bois ciré, des papiers, et la chaleur inhabituelle dans sa poitrine lui donna une clarté nouvelle. Il croisa les bras et commença à distribuer les documents avec un calme implacable. Chaque page contenait des preuves irréfutables des contributions exactes qu'il avait faites aux projets marketing et sociaux. Chaque heure de formation, chaque euro investi, soigneusement noté, chaque sourire de bénéficiaire enregistré. Par écrit, les témoins commencèrent à murmurer à 10h05. Caroline, la secrétaire, murmura à son voisin « Regarde le calme, je crois qu'il va vraiment changer quelque chose ». Et Lucien, le collègue qui notait tout depuis des semaines, sentit un frisson parcourir son dos alors que Jean-Louis exposait méthodiquement chaque injustice et chaque contribution passée. Il se rappela du 12 janvier 1972, 1245 francs dépensés pour la toiture de l'église Saint-Pierre, du Marais du 18 février 1984, 2500 francs pour le stage à l'étranger du jeune employé prometteur, et du 12 octobre 1983 pour 56 enfants exacts du quartier de la Croix-Rousse, et chaque détail était présenté avec calme et précision. Il observa le visage de Bernard et nota pour la première fois une hésitation. 10 heures, c'est exactement un froncement de sourcils, un regard fuyant et le sourire narquois disparut lentement. Jean-Louis sentit un premier frisson de pouvoir latent s'éveiller en lui. Il nota mentalement chaque réaction, chaque micro-mouvement des témoins et comprit que son calme et sa précision commençaient à inverser la dynamique de l'humiliation. Il sentit la présence invisible de tous ceux qui l'avaient aidé depuis des décennies. Madame Lefebvre du 3e étage à Lyon, Monsieur Petit du café en face de la place Bellecour, et toutes les familles et enfants silencieusement soutenus, et cette énergie invisible amplifia sa confiance intérieure. Il continua à exposer chaque preuve, chaque chiffre, chaque souvenir de sacrifice avec une voix calme, mais ferme. 10h12 exactement, et chaque seconde semblait renforcer son pouvoir. Silencieux, chaque document distribué était un miroir de sa dignité retrouvée et une arme contre l'arrogance de Bernard. Il murmura presque pour lui-même « Attendez de voir le prochain chapitre, vous verrez comment tout va se confirmer ». Et il sentit chaque respiration, chaque regard et chaque mouvement des témoins se transformer en preuve de son ascension. Il comprit que le plot twist était en cours et que bientôt Bernard et tout le monde comprendraient l'étendue de sa valeur, et vous allez ressentir avec lui chaque frisson, chaque souffle et chaque réaction, alors que la dynamique changeait progressivement, et espérer que vous aussi vous pourriez transformer une humiliation en pouvoir silencieux et stratégique. Le 2 juin 1987 exactement, à 11h18, Jean-Louis se tenait au milieu de la salle principale de l'entreprise Delacroix rue du Faubourg Saint-Antoine à Lyon, et cette fois, il ne ressentait ni peur ni hésitation. Il avait distribué chaque document, chaque preuve accumulée depuis 1972, 5430 euros et 50 centimes d'euros investis, 12 projets sociaux supervisés, 3210 heures de formation dispensées, 24 initiatives personnelles et chaque micro-injustice consignée sur 14 pages exactement dans un cahier relié, et les témoins regardaient
Bouche bée leur téléphone et carnet tombés à moitié de leurs mains, Caroline murmura à son voisin à 11h19 « Je n'avais jamais vu quelqu'un ». Et Lucien, le collègue, qui notait tout depuis des semaines, sentit un frisson parcourir son dos alors que Jean-Louis exposait méthodiquement les preuves de chaque injustice et contribution passée. Il se souvenait du 12 janvier 1972 245 francs dépensés pour la toiture de l'église Saint-Pierre, du mardi 18 février 1984 2500 francs pour le stage à l'étranger du jeune employé prometteur et du 12 octobre 1983 pour 56 enfants exacts du quartier de la Croix-Rousse et chaque détail était présenté. Calmement mais avec une force silencieuse qui imposait le respect, il remarqua alors que Bernard, assis derrière son bureau en bois ciré, pâlissait légèrement 11h21 exactement et ses yeux commençaient à trahir une première prise de conscience de l'étendue du pouvoir latent de Jean-Louis. Il sentit une chaleur monter dans sa poitrine et le parfum du café tiède, dans le hall semblait lui donner une clarté nouvelle. Il inspira profondément et continua à présenter chaque document, chaque prêt, chaque chiffre et chaque témoignage avec une précision chirurgicale. Les témoins s'échangeaient des regards étonnés et murmuraient à voix basse « Jamais je n'avais vu ça ». 11h23 exactement, et les téléphones avaient arrêté d'enregistrer les moqueries pour se concentrer sur l'évidence. Il nota chaque frisson de surprise, chaque froncement de sourcils, chaque mouvement de recul de Bernard, et comprit que la dynamique de pouvoir avait complètement changé. Il se rappela des soutiens silencieux de Madame Lefebvre du 3e étage à Lyon et de Monsieur Petit du café en face de la place Bellecour et sentit leur énergie invisible amplifier son courage et sa force intérieure. Il distribua alors le dernier document exactement à 11h25 et murmura presque pour lui-même « Maintenant vous allez voir ». Et la réaction fut immédiate, le visage de Bernard se figea, la mâchoire serrée, et il balbutia « Je ne savais pas ». Mais aucun mot ne pouvait changer l'évidence. Les 10 témoins étaient désormais alignés avec Jean-Louis et les preuves irréfutables rendaient toute contestation impossible. 11h27 exactement, et un silence pesant s'installa dans la salle. Chaque respiration, chaque souffle de vent venant de la fenêtre ouverte se transformait en preuve silencieuse de la transformation complète de la situation. Il sentit un frisson parcourir son dos comme un feu intérieur qui confirmait son pouvoir latent enfin révélé. Et il se souvint de chaque effort passé, 23 rapports annuels, 3210 heures de formation, 24 initiatives sociales, chaque euro dépensé, chaque sourire obtenu, et comprit que toute sa patience et sa dignité avaient construit cette victoire silencieuse. Il murmura presque pour lui-même « Attendez le prochain chapitre, vous verrez la justice se manifester en temps réel. » Et à ce moment précis, sentit que chaque humiliation, chaque injustice, chaque rire sarcastique avait été transformé en force et pouvoir, et vous allez ressentir avec lui chaque émotion, chaque souffle et chaque frisson et comprendre comment la patience et la précision peuvent inverser totalement la dynamique de pouvoir face à l'arrogance et l'injustice. Le 5 juin 1987 exactement à 14h, Jean-Louis se tenait debout dans le hall principal de l'entreprise de la Croix rue du Faubourg Saint-Antoine à Lyon, et cette fois, il sentit la puissance de sa patience et de sa discipline se manifester autour de lui. L'air chargé de l'odeur du café tiède et du bois ciré semblait vibrer de tension. Les 10 témoins exacts, secrétaires, stagiaires et collègues observaient chaque geste et chaque mot avec un mélange de surprise et d'admiration. Il avait soigneusement préparé chaque action depuis le 25 mai 1987, sa décision stratégique documentée sur 14 pages avec les contributions exactes depuis 1972, 5 430 € et 50 centimes d'euros investis. 12 projets sociaux supervisés, 3210 heures de formation dispensées, 24 initiatives personnelles et chaque injustice consignée et prouvée. Il distribua les documents aux témoins un par un. Exactement à 14h05 et chacun comprit immédiatement l'ampleur de l'injustice passée. Les murmures commencèrent « Jamais je n'avais vu ça ». Et Caroline, la secrétaire, murmura « C'est incroyable ». Tandis que Lucien, le collègue, frissonnait à chaque preuve présentée, et à 14h, c'est exactement, Bernard sentit pour la première fois le poids total de ses actes et balbutia. Je ne m'attendais pas à... Mais chaque mot fut coupé par le regard ferme et calme de Jean-Louis qui continuait méthodiquement à exposer les preuves et les documents. Il se rappela du 12 janvier 1972 245 francs dépensés pour la toiture de l'église Saint-Pierre, du mardi 18 février 1984 2500 francs, pour le stage à l'étranger du jeune employé prometteur 12 octobre 1983 pour 56 enfants exacts du quartier de la Croix-Rousse et chaque détail renforçait sa position. Il sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale tandis que la reconnaissance silencieuse de Madame Lefebvre du 3e étage à Lyon et de Monsieur Petit du café en face de la place Bellecour l'enveloppait comme un manteau protecteur. Il observa les témoins et nota leur réaction exacte, chaque mouvement des mains, chaque froncement de sourcils, chaque respiration, et comprit que le soutien invisible de ceux qui l'avaient aidé depuis des décennies amplifiait sa force. À 14h10 exactement, le premier collègue osa prendre la parole. « Jean-Louis, vous avez raison. » Et bientôt, tous les témoins confirmèrent chaque fait, chaque contribution, chaque injustice, et Bernard fut submergé par une honte palpable. Il tenta de protester, mais les preuves étaient irréfutables, et à 14h12 exactement, les murmures de désapprobation se transformèrent en constatation collective. Enfin, justice
Et chaque geste de Jean-Louis semblait transformer l'espace autour de lui, chaque respiration, chaque souffle devenait symbole de dignité retrouvée. Il distribua les dernières copies à 14h15. Et sentit une chaleur inhabituelle dans sa poitrine comme un feu intérieur qui confirmait que la justice se manifestait en temps réel. Les 10 témoins commencèrent à applaudir discrètement et Bernard resta figé tandis que les preuves irréfutables de chaque action et sacrifice de Jean-Louis s'affichaient clairement. Il murmura presque pour lui-même. Si cela vous choque autant que moi, partagez cette histoire. Et il comprit que chaque humiliation, chaque injustice, chaque moquerie avait été transformé en preuve solide de sa valeur et de sa dignité, et vous allez ressentir avec lui chaque frisson, chaque souffle et chaque réaction, et comprendre comment la patience, la discipline et la préparation méticuleuse peuvent rétablir la justice en temps réel face à l'arrogance et l'injustice. Le 8 juin 1987 exactement à 15h44, Jean-Louis se tenait au milieu du hall principal de l'entreprise de la Croix-Rue du Faubourg Saint-Antoine à Lyon, et cette fois, il sentit la puissance complète de sa patience et de sa stratégie se manifester chaque respiration, chaque souffle, chaque mouvement des 10 témoins exacts, secrétaires, stagiaires et collègues reflétaient la transformation totale de la situation. L'air était chargé de l'odeur du café tiède et du bois ciré et chaque frisson parcourait l'échine de Bernard qui restait figé derrière son bureau. Il avait distribué chaque document, chaque preuve accumulée depuis 1972 5 430 € et 50 centimes d'euros investis, 12 projets socio-supervisés, 3210 heures de formation dispensées, 24 initiatives personnelles et chaque micro-justice consignée sur 14 pages exactement dans un cahier relié. Et maintenant l'impact était total. Les témoins comprenaient l'ampleur de l'injustice passée et leur soutien aux protagonistes était massif. Caroline, la secrétaire, murmura à son voisin: « Je n'avais jamais vu quelqu'un avec autant de dignité. » Et Lucien, le collègue, qui notait tout depuis des semaines, hocha la tête à 15h46 exactement, tandis que Bernard tentait de parler, mais aucun mot ne pouvait inverser la réalité. Les murmures se transformèrent en déclarations claires: « Enfin justice !» Et chaque geste de Jean-Louis semblait transformer les retours de lui, chaque souffle et chaque mouvement devenait symbole de victoire et de dignité retrouvée. Il se rappela de chaque effort précis: 23 rapports annuels, 3210 heures de formation, 24 initiatives sociales, et comprit que toute sa patience, sa discipline et sa persévérance avaient construit cette victoire silencieuse. Il observa les témoins et nota chaque micro-réaction, chaque sourire discret, chaque regard admiratif, et comprit que le soutien massif était désormais son bouclier et son pouvoir invisible. À 15h50 exactement, le premier pas vers la rétribution concrète fut fait. Bernard fut contraint de reconnaître publiquement chaque injustice, chaque erreur, chaque humiliation infligée. L'impact immédiat fut palpable. Les murmures devinrent applaudissements discrets et les téléphones laissèrent tomber les vidéos moqueuses pour immortaliser la réhabilitation et la dignité de Jean-Louis. Les 10 témoins confirmèrent chaque fait, chaque document, chaque preuve, et à 15h53 exactement, Bernard sentit la honte totale et l'humiliation publique, tandis que Jean-Louis se tenait droit, calme et serein comme un phare de justice. Chaque sourire, chaque geste de reconnaissance silencieux de Madame Lefebvre du 3e étage à Lyon et de Monsieur Petit du café en face de la place Bellecour renforçait sa puissance invisible. Il distribua les derniers documents et murmura presque pour lui-même: « Si cela vous choque autant que moi, partagez cette histoire. Et vous allez ressentir avec lui chaque frisson, chaque souffle et chaque émotion, et comprendre comment la patience, la discipline et la stratégie peuvent créer un impact total et irréversible face à l'arrogance et l'injustice, et comment la justice peut se manifester complètement et publiquement pour que jamais plus l'injustice ne soit ignorée. » Le 12 juin 1987 exactement à 18h30, Jean-Louis se tenait devant la fenêtre de son appartement du 5e étage rue des Écoles à Lyon et regardait les toits humides baignés par la lumière dorée du soleil couchant. Il sentit une paix profonde envahir son corps. L'odeur du café encore tiède et du bois ciré des meubles anciens hérités de sa famille le réconfortait comme un rappel tangible de tout ce qu'il avait accompli depuis 1972, 5 430 € et 50 centimes d'euros investis, 12 projets socio-supervisés, 3210 heures de formation dispensées, 24 initiatives personnelles et chaque micro-injustice consignée sur 14 pages exactement dans un cahier relié. Chaque sacrifice, chaque sourire, chaque effort silencieux avait maintenant trouvé sa place et sa valeur. Il repensa à Madame Lefebvre du 3e étage à Lyon, Monsieur Petit du café en face de la place Bellecour et aux 56 enfants du quartier de la Croix-Rousse qui avaient bénéficié de son aide silencieuse. Il réalisa que la vraie justice ne résidait pas seulement dans la reconnaissance publique, mais dans la dignité retrouvée et le pouvoir intérieur qu'il avait construit. Il s'assit sur son fauteuil ancien exactement à 18h35 et inspira profondément l'air parfumé du bois ciré et des papiers. Il sentit chaque muscle de son corps détendu, mais prêt à agir encore si nécessaire. Il murmura presque pour lui-même: « Je ne laisserai jamais l'injustice me définir », et comprit que sa transformation était complète. Il n'était plus la victime impuissante du 14 mai 1987, mais un
Homme maître de sa valeur et de son destin, il sourit légèrement en se souvenant de chaque humiliation, chaque injustice, chaque rire sarcastique transformé en force et en preuve de sa résilience. Il leva les yeux vers le ciel doré et pensa à tous ceux qui l'avaient soutenu silencieusement. Il sentit leur énergie invisible l'accompagner dans chaque action future et comprit que sa mission ne se limitait pas à lui-même mais à montrer comment la patience, la discipline et la stratégie pouvaient transformer l'injustice en pouvoir et dignité. Il inspira profondément à 18h42 exactement et murmura pour le spectateur: si vous avez vécu une injustice similaire, connectez-vous à votre force intérieure, partagez votre histoire, inspirez les autres. Il posa ses mains sur le cahier relié contenant chaque document et chaque preuve et dit avec un sourire calme: abonnez-vous et activez le signino pour ne jamais manquer une leçon de dignité et de justice. Il se leva à 18h45 exactement et regarda directement la caméra invisible du spectateur et murmura: laissez un commentaire ci-dessous avec votre expérience et connectons-nous comme une communauté qui refuse l'injustice. Et à ce moment précis, Jean-Louis sentit que sa transformation personnelle avait atteint sa plénitude, que son parcours de 15 ans de sacrifice et de patience avait non seulement rétabli la justice, mais inspiré une réflexion universelle, et vous allez ressentir avec lui chaque souffle, chaque frisson, chaque sourire. Et comprendre que la dignité, la stratégie et la patience sont des armes invisibles face à l'arrogance et à l'injustice et que vous pouvez transformer vos propres épreuves en force et sagesse. Et n'oubliez jamais que chaque action compte, chaque sourire offert, chaque euro investi, chaque heure donnée, chaque initiative silencieuse contribue à bâtir un pouvoir invisible et durable. Et maintenant il murmure: partagez, commentez, abonnez-vous et inspirez votre communauté. Et vous allez ressentir la profondeur de cette leçon et comprendre que jamais plus vous ne serez défini par l'injustice, mais par la force de votre patience, de votre dignité et de votre stratégie.